À la une du Wall Street Journal, le plan secret de l'Allemagne en cas de guerre contre la Russie. Jean-Noël Barrot, est-ce que la France a un plan de ce type? Est-ce que c'est aujourd'hui une hypothèse, cette guerre contre la Russie? Ben, c'est très simple. Nous voulons la paix. Mais la paix, ça ne se décrète pas. Ça se prépare. Ça s'organise. Et aujourd'hui, avec l'élèvement du niveau de la menace, qui est lié notamment au réarmement de la Russie, mais pas seulement, puisqu'on voit du Sahel jusqu'à l'Asie mineure, les réseaux du terrorisme se reconstituer, qu'on voit aussi le risque de prolifération nucléaire plus élevé qu'il ne l'a jamais été. Face à cette menace qui s'élève, il nous faut relever nos défenses pour écarter la menace de la guerre, pour la dissuader, pour l'éloigner de nous. Et c'est précisément ce que nous faisons lorsque nous doublons les moyens que nous consacrons aux dépenses militaires, dans cet esprit, non pas dans un esprit d'agressivité, mais pour dissuader la menace et pour l'écarter. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré il y a quelques jours à des chefs d'entreprise: nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne vivons plus en temps de paix. Vous êtes Pourquoi est-ce d'accord? qu'il fait cette déclaration? Oui, je suis d'accord avec cette affirmation que le Premier ministre Sébastien Lecornu a faite il y a quelque temps, lui aussi. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons vu depuis 3 ans et demi, et la guerre d'agression russe en Ukraine, la conflictualité de la Russie vis-à-vis de l'Union européenne, notamment, redoubler dans un certain nombre de champs que l'on appelle hybrides, c'est-à-dire la désinformation, les cyberattaques, les actes de sabotage. Regardez l'actualité, il ne se passe plus une semaine sans que nous n'observions des drones qui font incursion sur le territoire de l'Union européenne, des actes de sabotage comme on l'a vu en Pologne, où c'est une voie de chemin de fer très fréquentée qui a été sabotée à l'explosif. Bref, nous voyons la Russie de Vladimir Poutine faire preuve d'une agressivité redoublée. Alors, Jean-Noël Barrot, avec mon camarade Jean Lémarie, on va évoquer l'Ukraine aux environs de 8h20, puisqu'il y aura Andreï Kourkov. C'est une semaine importante pour l'Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky est en quête de soutien à Paris aujourd'hui. Mais ce que vous venez de dire, tous les partis politiques en France ne sont pas d'accord. La France insoumise, le Rassemblement national trouvent en quelque sorte que vous en faites trop, vous, le gouvernement. Vous êtes ministre de ce gouvernement et que vous êtes un peu des va-t-en-guerre. Non, c'est évidemment tout le contraire, puisque, je le disais, la paix ne se décrète pas. Si nous avons vécu 8 décennies de paix, c'est d'abord parce que la génération de celles et ceux qui nous ont précédés ont décidé d'en finir avec les guerres qui avaient déshonoré et ensanglanté l'Europe, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, qui sont au fond des architectures de sécurité qui créent des solidarités entre des pays qui jusque-là s'étaient combattus. Et nous avons, grâce à ces mécanismes de solidarité qui sont constamment attaqués par l'extrême droite et l'extrême gauche, garanti à l'Europe la paix et la prospérité pendant des décennies. Aujourd'hui, notre objectif doit être le même, celui de préserver pour les générations à venir une architecture de sécurité pour l'Europe qui préserve la paix et la sécurité. Mais dans le moment que nous traversons, il nous faut relever nos défenses pour écarter le risque d'une guerre, la menace que peut représenter la Russie et les autres menaces par ailleurs. Et les responsables politiques qui aujourd'hui critiquent ces choix Mhm. que nous faisons sont irresponsables, mais nous ne sommes pas tellement surpris puisque nous les avons vus tout au long de leur parcours politique, en réalité manger dans la main du Kremlin notamment, c'est-à-dire Manger dans la main. se montrer très complaisant à l'égard de ces dirigeants autoritaires à tendance belliqueuse. Jean Lémarie. Est-ce le cas aujourd'hui pour vous, s'agissant du Rassemblement national et de la France insoumise, puisque c'est à eux que vous pensez visiblement? Oui, je constate qu'il y a toujours une forme de complaisance Même vis-à-vis quand des ils régimes condamnent autoritaires. Vladimir Poutine et l'agression russe contre l'Ukraine? Et il y a, je dirais, les mots, et puis ensuite, il y a les actes, c'est-à-dire le soutien que l'on peut accorder à la stratégie qui est menée par la France et l'ensemble des pays européens, qui consiste à rétablir la dissuasion par une forme de réarmement, mais sans agressivité aucune, avec pour objectif unique de dissuader la menace, pour pouvoir ensuite engager, le moment venu, une discussion avec celles et ceux, ou en tout cas avec la Russie le moment venu, pour
ou en tout cas réinventer une architecture de sécurité qui nous garantisse la paix. Ces mêmes partis, en tout cas la France insoumise, accusent votre gouvernement de complaisance vis-à-vis d'Israël. Est-ce que la politique française a été trop proche des intérêts israéliens? Est-ce que nous avons négligé la Palestine, Jean-Noël Barrot? Vous savez, après le massacre antisémite du 7 octobre et la guerre qui a commencé dès le lendemain du 8 octobre, la France a été en première ligne pour apporter des réponses aux souffrances des Palestiniens. C'est à Paris qu'a eu lieu, un mois après le début de cette guerre, la première conférence internationale permettant de rassembler 1 milliard d'euros au profit de l'aide humanitaire à Gaza. C'est encore la France qui, la première, a envoyé un bâtiment militaire à proximité de Gaza pour soigner les Palestiniens blessés dans les premiers mois de la guerre. Et c'est encore la France qui est l'un des rares pays au monde à soutenir directement, sur le plan budgétaire, l'autorité palestinienne. Mais tout cela est évidemment essentiel, mais cela doit s'accompagner, si je puis dire, d'initiatives politiques. Et je souhaiterais que les voix qui s'élèvent pour critiquer l'attitude du président de la République ou de la France et de son gouvernement puissent saluer la dynamique internationale que nous avons créée autour de la reconnaissance de l'État de Palestine. Beaucoup l'avaient promis. Nous l'avons fait, et nous l'avons fait dans un cadre qui associe l'ensemble des pays du monde, dans une approche multilatérale, où nous avons fait prendre à la communauté internationale un double engagement, une double déclaration. Faire en sorte que les pays arabes, le moment venu, puissent établir des relations normales avec Israël, et en même temps, condamner le Hamas, appelé à son désarmement et à son exclusion de tout rôle dans la gouvernance future de Gaza. Benjamin Netanyahou demande sa grâce au président israélien Isaac Herzog. Une réaction, Jean-Noël Barrot, est-ce normal de demander sa grâce? Il a un certain nombre d'affaires de corruption, de fraude et d'abus de confiance. Qu'en pensez-vous? Bon, vous me permettrez de ne pas commenter les deux procédures judiciaires, et singulièrement lorsqu'elles sont en cours dans d'autres pays. Alors je vais le dire autrement. Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou doit être jugé par la Cour pénale internationale? D'aucuns disent qu'il a commis un génocide, d'autres des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité à Gaza. La France soutient le travail indépendant de la Cour pénale internationale. Et j'irai même plus loin que cela, puisque vous savez que cette instance qui a été créée il y a quelques décennies est aujourd'hui fragilisée par des sanctions qui ont été prises à l'encontre de magistrats, y compris un juge français, des sanctions qui les empêchent au quotidien, faute d'avoir accès à leur boîte mail ou à leur carte de paiement, d'exercer leur métier et leur mission. Dans ce contexte, nous poursuivons notre soutien. Vous condamnez. Nous dénonçons les atteintes portées à la Cour pénale internationale, mais nous nous contentons pas d'éléments déclaratoires. Nous avons travaillé avec la Cour. D'ailleurs, le garde des Sceaux sera ces jours-ci dans les locaux de la Cour pénale internationale pour trouver avec ses dirigeants des solutions pour, si l'on peut dire, absorber ou contourner ces sanctions qui aujourd'hui entravent le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale. Mais alors, donc, indépendamment donc, de ce fonctionnement qui est évidemment essentiel, est-ce que vous pensez qu'on doit passer à une ère où les chefs d'État qui se comportent comme des criminels de guerre, qui perpètrent des crimes contre l'humanité, doivent être jugés, Jean-Noël Barrot? Nous soutenons les institutions, la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, qui font appliquer le droit international et le droit international humanitaire. Et c'est essentiel dans un moment que nous traversons où nous voyons la violence désinhibée, se décomplexer, et sur les théâtres de guerre, les violations au droit international se multiplier. C'est pourquoi ces instances doivent être confortées dans leur travail indépendant, qu'elles doivent pouvoir ouvrir des enquêtes, aller jusqu'au bout de ces enquêtes et prononcer, le cas échéant, des sanctions. Comment la France voit-elle le plan Trump pour le Moyen-Orient et notamment, disons, les incertitudes, mais vous ne serez peut-être pas d'accord avec ce mot, les incertitudes autour de la création d'un État palestinien? Soyons clairs, l'initiative que nous avons portée avec l'Arabie saoudite, qui a conduit le 12 septembre dernier
à l'adoption par l'immense majorité des pays du monde d'une déclaration sur l'avenir de la Palestine, a ouvert la voie au plan de paix présenté par les États-Unis d'Amérique. Et nous avons salué la présentation de ce plan. Nous avons soutenu son adoption récente par les Nations Unies grâce au vote d'une résolution. Et nous comptons bien prendre notre part dans la mise en œuvre de ce plan, que ce soit sur son volet, je dirais, de sécurité, d'aide humanitaire et de reconstruction, mais aussi sur le volet administratif, puisque, vous l'avez vu, nous avons accueilli Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, il y a quelques semaines à Paris. Et nous entendons travailler avec l'autorité palestinienne pour assurer le suivi de ces réformes, la renforcer, pour lui permettre, le moment venu, de reprendre en quelque sorte son rôle d'administration à Gaza. Ce plan du président Trump n'aurait pas pu voir le jour s'il n'avait pas été fait référence à un horizon politique, c'est-à-dire à l'aspiration légitime des Palestiniens à disposer d'un État et à cette déclaration franco-saoudienne adoptée à l'immense majorité des pays du monde. Le 3 décembre prochain, Emmanuel Macron va se rendre en Chine en visite d'État. C'est une visite là aussi périlleuse. Il y a la question de Taïwan. Emmanuel Macron a dit en substance que si Taïwan était attaqué, la France ne répliquerait pas. Pourquoi dire cela? Y a-t-il aujourd'hui un refus de la France de soutenir la démocratie taïwanaise? Non, nous restons fidèles à la position qui est celle de la France, celle du statu quo, la politique d'une seule Chine, le refus d'une modification de Vous êtes favorable à la politique d'une seule de Chine? ce statu quo dans le Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes... oui, c'est la position de la France. La politique d'une seule Chine, mais on voit l'absence qu'il y en a de modification par la force ou la coercition unilatérale du statu quo dans le détroit de Taïwan. Est-ce que ça n'est pas une forme aussi d'hypocrisie, sachant qu'il y a deux États et que un État se comporte vis-à-vis de l'autre, donc vis-à-vis de Taïwan, comme d'un oppresseur? Nous avons, il y a entre le peuple français et les entreprises françaises et Taïwan des échanges que nous ne bridons pas, mais nous restons fidèles à cet attachement au statu quo et à la politique d'une seule Chine. Jean Lémarie. La Chine et la Russie ont renforcé leurs liens ces derniers mois à la faveur de la guerre en Ukraine et de l'agression russe en Ukraine. De quel côté la Chine est-elle aujourd'hui, monsieur le ministre? Nous comptons sur la Chine, et ce sera l'un des objectifs, si je puis dire, ou l'un des sujets que le président de la République, au cours de cette 4e visite en Chine, abordera. Nous comptons sur la Chine, membre permanent comme nous du Conseil de sécurité, avec une responsabilité principale, singulière, vis-à-vis de la paix et de la sécurité dans le monde, pour influer, pour peser sur la Russie, pour que la Russie, et Vladimir Poutine en particulier, puisse enfin se résoudre à un cessez-le-feu. La Chine peut exercer un rôle essentiel pour amener la Russie de Vladimir Poutine à prendre la bonne décision. Bon, mais à la fois... Non, mais est-ce son rôle aujourd'hui? Je crois que c'est absolument son rôle. Les liens se renforcent entre Moscou et Pékin. Je crois que c'est absolument son rôle. Vous savez, il y a 5 nations dans le monde à qui la communauté internationale, il y a 8 décennies, a confié des responsabilités exorbitantes. La Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Ces nations poursuivent dans le champ diplomatique leurs intérêts, c'est le cas de la France, évidemment, mais elles ont une responsabilité particulière. Et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est une violation manifeste de tous les grands principes sur la base desquels nous avons fondé les Nations Unies. La Russie, comme membre permanent du Conseil de sécurité, investit de cette responsabilité particulière et la Chine devrait aujourd'hui s'élever pour faire respecter en quelque sorte ces grands principes. Et c'est ce que nous espérons pouvoir inviter la Chine à faire dans le dialogue avec la France cette semaine. Et la France, justement, va assumer la présidence du G7 en 2026, avec notamment par rapport à la Chine, je cite, recréer les conditions d'une concurrence équitable pour tous. Ça veut dire, monsieur le ministre, qu'on va essayer de faire valoir nos droits? L'objectif du G7, auquel dont la Chine n'est pas membre, mais qui sera associée aux travaux si toutefois
c'est son souhait, c'est de restaurer un équilibre dans les relations entre les grandes zones du monde au moment où on observe une forme de surproduction en Chine, un sous-investissement en Europe, un surendettement américain. Mais oui, dans la relation entre l'Union européenne et la Chine, il nous faut restaurer une forme d'équilibre. Parce que les performances spectaculaires de la Chine, regardons ce qui s'est passé depuis 25 ans, l'économie chinoise est passée de la taille de l'Italie à celle de l'Union européenne tout entière. Aujourd'hui, tous les pays de l'Union européenne accusent un déficit commercial vis-à-vis de la Chine, y compris dans des secteurs où nous avions jusqu'à présent de l'avance. C'est le cas des machines-outils, des biens d'équipement. Eh bien, si nous voulons éviter que ces performances spectaculaires de la Chine occasionnent pour l'Europe des conséquences dévastatrices et potentiellement irréversibles en matière d'emploi, eh bien, il nous faut trouver, par le dialogue avec la Chine, les moyens de restaurer l'équilibre, une concurrence équitable, sans quoi, évidemment, il nous faudra prendre des mesures pour défendre, en quelque sorte, nos industries, nos entreprises, profondément bousculées par ces performances économiques chinoises. Un grand écrivain ukrainien, Andreï Kourkov, bonjour. Bonjour. Andreï Kourkov, nous vous avons souvent reçu. C'est malheureusement avec vous que nous avons évoqué différentes étapes de la guerre. Aujourd'hui, il y a un événement à Paris, c'est l'ouverture de la saison France-Ukraine avec au théâtre de la ville des artistes réunis sous le thème La culture contre-attaque. Les artistes d'Ukraine et de France s'engagent. Mais j'avais envie de savoir comment vous viviez ce moment alors qu'il y a des pourparlers de paix entre les États-Unis et la Russie, avec une Ukraine à demi absente, alors même que ces pourparlers semblent patiner. Quel est votre sentiment ? Je suis très heureux de venir à Paris et dormir la nuit parce qu'en Ukraine, on ne dort jamais. C'est déjà peut-être 14 mois que toutes grandes villes sont bombardées chaque nuit et les alertes sont pour 10-12 heures. Une autre chose, il y a plus en plus de coupures d'électricité, c'est-à-dire le soir commence à 16 heures quand il n'y a pas de lumière naturelle, mais la vie continue. Les théâtres fonctionnent. Les cafés sont pleins s'il y a des générateurs d'électricité. Il y a suffisamment de gens qui travaillent là. C'est aussi un problème parce que l'Ukraine a perdu récemment 100 000 de jeunes hommes qui étaient capables, grâce à la loi signée par Zelensky, quitter le pays. C'est les jeunes hommes qui sont de l'âge jusqu'à 23 ans. Comme ça, la guerre continue, la vie continue. C'est dur, les gens sont fatigués, mais pas désespérés. Monsieur le ministre, qu'est-ce que l'on peut faire pour aider l'Ukraine ? On a l'impression que les pourparlers de paix, ils se passent sans nous. Non, il ne se passe pas sans nous. D'ailleurs, si le président Zelensky est à Paris aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait un hasard. Nous n'avons ménagé aucun effort pour que tout soit fait dans l'intérêt de la paix pour l'Ukraine et de la sécurité pour l'Europe. Et notre mobilisation a payé, puisque, vous l'avez vu, suite à la présentation de ce plan initial en 28 points, nous avons d'une part obtenu que tout ce qui concerne les Européens en soit retranché, et nous avons obtenu par ailleurs que les États-Unis, pour la première fois, expriment clairement leur intention de travailler avec nous à la préparation de ce qu'on appelle les garanties de sécurité, c'est-à-dire les éléments militaires qui permettront, une fois la paix obtenue, d'éviter toute nouvelle agression. Et donc, en même temps que nous soutenons ou que nous poursuivons notre politique de soutien à l'Ukraine et de pression sur la Russie, nous jouons un rôle dans les discussions. Mais tout ça ne doit pas nous faire oublier le rôle de la culture, parce que la guerre se livre pas seulement avec des tanks et des canons, elle se livre aussi avec les armes de l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si fiers de lancer aujourd'hui la saison culturelle franco-ukrainienne qui va durer 4 mois et qui, dans toutes les villes de France, ou en tout cas dans de nombreuses villes de France, pas seulement à Paris, mais à Lille, à Toulouse, à Nantes, à Valenciennes, à Marseille, va voir des coopérations entre artistes, intellectuels, cinéastes, ukrainiens et français, nous parler de la puissance de la culture en temps de guerre. Jean Lémarie,
Loin de la culture, mais la question des garanties de sécurité que vous évoquez est évidemment au cœur du débat. Elle préoccupe d'ailleurs aussi les politiques en France qui vous interpellent sur le sujet. Jusqu'à quel point les Français, les Européens vont-ils s'engager? S'agit-il d'envoyer des troupes sur le terrain dans l'étape suivante, lors de l'étape suivante, monsieur le ministre? Est-ce ce que vous souhaitez, c'est ce que vous allez défendre aujourd'hui à Paris lors de la visite du président Zelensky? Ce qu'on appelle une garantie de sécurité, c'est un ensemble d'éléments qui dissuadent toute nouvelle agression d'un pays comme l'Ukraine. Premier pilier de cette garantie, c'est l'armée ukrainienne, une armée robuste après la paix, qui va nécessiter pour le demeurer que nous puissions l'aider à se régénérer. Donc premier pilier, régénération de l'armée ukrainienne par les armées alliées. Deuxième pilier, ce sont des composantes militaires qui, sans être en première ligne, vont servir de réassurance à l'armée ukrainienne avec des composantes terrestres, avec des composantes maritimes, avec des composantes aériennes et avec la participation des États-Unis, je le disais. Ce travail, cette planification qui permettra, dès le cessez-le-feu obtenu, d'apporter cette sécurité à l'Ukraine, c'est le fruit du travail de la coalition que le président de la République a lancé avec le Premier ministre britannique. Et je veux simplement dire que c'est totalement inédit dans l'histoire européenne, qu'ainsi 35 pays se regroupent, en tout cas inédit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se regroupent pour apporter une réponse commune hors de l'OTAN, à l'extérieur de l'OTAN, à une problématique de sécurité qui a une échelle quasi continentale, puisqu'on parle de la sécurité de l'Ukraine. Andreï Kourkov, le plan de paix américain, en tout cas les 28 premières propositions, comment elles sont perçues aujourd'hui en Ukraine? Comment les percevez-vous? Oui, comme chacun comprend que ce plan était écrit en Russie et édité à Washington, et aujourd'hui les Ukrainiens ne prennent pas ce plan en sérieux. On fait les négociations hier à Miami, peut-être étaient plus efficaces, mais on essaie encore des détails. Justement, qu'est-ce qui vous dérangeait particulièrement dans ce plan? Quels sont les points qui, pour vous, Andreï Kourkov, n'étaient pas acceptables? Oui, les questions des territoires, mais il y a un point absent dans le plan, sans lequel c'est impossible d'avoir des négociations. Parce que c'était, je crois, en octobre 2022, Poutine a signé le changement de constitution de la Russie. Et maintenant, la constitution de la Russie inclut les territoires russes comme les territoires nouvelles ukrainiens. C'est les régions de Kherson, Zaporizhzhia, Donbass et la Crimée comme les territoires russes. Si on change cette constitution vers la version précédente, la Russie peut toujours agresser, attaquer l'Ukraine pour libérer, c'est-à-dire les territoires ukrainienne. Jean Lémarie. Là, on est aussi au cœur du plan américain, Jean-Noël Barrot. Pour obtenir la paix, est-ce que l'Ukraine devra nécessairement abandonner des territoires? Est-ce la position de la France? Non, je crois que, vous savez, la situation telle qu'elle se présente devant nous est très simple. Au fond, ce que nous souhaitons, c'est un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel, sur ce qu'on appelle la ligne de contact, c'est-à-dire la ligne de front. Ce cessez-le-feu, avec la fin des bombardements incessants qui pilonnent les villes de l'arrière, permettra l'ouverture de négociations au cours desquelles les questions territoriales, les questions de garantie de sécurité peuvent être abordées. S'agissant des territoires plus particulièrement, c'est une décision qui appartient aux Ukrainiens et à eux seuls. Personne n'est habilité à décider en lieu et place d'un peuple souverain, si je puis dire. Oui, mais nous avons des alliés et des alliances, et aujourd'hui, les États-Unis, dans ces 28 points qui ont été proposés à l'Ukraine, eh bien, il y avait une forme de dissociation étrange entre les États-Unis et l'OTAN, oubliant donc que les États-Unis font partie de l'OTAN. Et ça a une conséquence immédiate pour nous, monsieur le ministre. Comment la France peut-elle réagir? Est-ce qu'on imagine, je ne sais pas, une OTAN sans Amérique? Non, on a réagi, je dirais, de manière très simple, en participant, c'était dimanche dernier, pas ce dimanche, le dimanche précédent, à Genève, aux discussions avec les Américains, aux côtés des Ukrainiens. Et on a dit que tout élément
qui relèvent de la décision de pays membres de l'Union européenne, de pays membres de l'OTAN ou de pays membres du G7 devaient être retranchés d'un plan qui engageait avant toute chose la Russie et l'Ukraine. Ensuite, s'agissant de l'OTAN, bon, les États-Unis disent depuis longtemps maintenant qu'ils veulent réduire le niveau de leur engagement au sein de cette alliance transatlantique. Alors on peut se lamenter, on peut baisser les bras, mais ça n'est pas l'attitude que nous prescrivons. Ce que nous souhaitons, c'est que cela soit l'opportunité pour les pays européens de prendre toute leur place dans l'OTAN, d'y développer leurs capacités, d'y développer leur vision et de bâtir, d'édifier ce qu'on appelle le pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire une alliance qui persiste avec nos deux alliés d'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, mais une autonomie pour l'Europe, pour qu'elle soit capable de prendre en charge sa propre sécurité. Alors, parmi les différentes initiatives en cours dans les négociations Andreï Kourkov, il y a la question des enfants déportés en Russie aujourd'hui. Quelques mots pour nous dire, bon, quel crime terrible cela représente aux yeux des Oui, on ne Ukrainiens. sait pas les chiffres exacts, mais je crois il s'agit des dizaines, des mille des enfants qui aujourd'hui vivent avec nouveaux noms. C'est-à-dire que c'est très difficile à les tracer parce que tous les détails de ces biographies sont changés. Et ils sont adoptés illégalement aussi par les fonctionnaires russes qui sont fiers à montrer qu'ils transformaient un enfant ukrainien dans un enfant russe, les choses comme ça. Et bien sûr, ces enfants doivent être retournés vers les relations qui sont en Ukraine, mais aussi en Ukraine, à la patrie. Jean-Noël Barrot. Oui, c'est l'un des plus grands scandales de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Des enfants arrachés à leur famille, déportés de force dans des camps de redressement en Russie et en Biélorussie, où on leur désapprend leur amour de l'Ukraine et de leur pays par dizaines de milliers, même si les chiffres sont difficiles à établir. C'est évidemment la volonté délibérée de Vladimir Poutine d'éteindre l'âme d'un peuple en s'en prenant à ses enfants. Et c'est tout à fait inacceptable. C'est ce qui vaut d'ailleurs à Vladimir Poutine son mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Et donc face à ça, nous agissons, nous soutenons les initiatives lancées par le président Zelensky, par son épouse. Nous allons d'ailleurs accueillir au Quai d'Orsay tout à l'heure la première dame ukrainienne pour une manifestation d'envergure au sujet du retour des enfants ukrainiens. Et j'annoncerai à cette occasion que nous allons financer un 3e centre de protection de l'enfance. Ces centres, celui-ci sera à Tcherkassy, que nous avons soutenu pour accueillir les enfants lorsqu'ils reviennent, si je puis dire, de la déportation ou de la captivité. Soutien psychologique, mais aussi, si je puis dire, écoute des témoignages de manière à pouvoir renseigner le travail d'enquête qui va se poursuivre dans le cadre du mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine pour déportation des enfants ukrainiens. Jean Lémarie. Vous cherchez évidemment tous les moyens de pression possibles contre la Russie, sur la Russie, face à la Russie. Et il y a un sujet économique central, c'est celui des avoirs russes gelés, utilisés ou à utiliser pour financer l'Ukraine. Je rappelle que plus de 200 milliards d'euros sont conservés à Bruxelles au sein de la société Euroclear. La Belgique, et elle vient de le redire, s'oppose à leur utilisation pour des raisons juridiques. Faut-il utiliser cet argent? Allez-vous remettre cette question sur la table? La priorité des priorités, c'est de sécuriser durablement l'immobilisation de ces actifs russes en Europe. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien qu'on ne puisse les débloquer tant que la paix n'est pas obtenue, tant que la Russie ne se résout pas à verser des réparations de guerre à l'Ukraine, sachant que les réparations vont se chiffrer en centaines de milliards d'euros, tant les dégâts occasionnés par cette guerre d'agression sont considérables. Donc c'est ça la première des priorités. Et évidemment, sur ce fondement-là, nous pouvons imaginer un certain nombre de solutions, des discussions sont en cours, pour mettre l'Ukraine à l'abri de toute difficulté financière pendant les 2 années qui viennent, si toutefois la guerre devait se poursuivre, même si, je le disais tout à l'heure, je pense que la situation est assez simple au fond, et que la paix est à portée de main, à condition bien sûr que
Vladimir Poutine fasse le deuil de son fantasme impérialiste et colonial qui vise à subjuguer l'Ukraine avant de s'en prendre à d'autres territoires de l'ex-URSS. Bon, mais si on en croit le New York Times, ça n'est pas du tout le cas. Le secrétaire d'État Marco Rubio explique que much work, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les scénarios de paix aboutissent, ce qui veut dire en langage diplomatique que, bon, c'est pas fait, quoi. Beaucoup de travail et un petit peu de pression sur la Russie. Je rappelle que les sanctions qui ont été prises par les États-Unis sur les deux plus grandes entreprises pétrolières russes, Lukoil et Rosneft, viennent d'entrer en vigueur. Nous préparons nous-mêmes un nouveau train de sanctions qui vont viser les Mais vous intérêts pensez que ça peut être énergétiques. efficace parce que donc on en est au 20e train de sanctions, 20 trains de sanctions et rien ne semble Mais vouloir ça, c'est faire vous plier. qui le dites. Imaginez-vous, Bah, c'est ce si que nous n'avions pas Vladimir pris... Poutine semble, Non, mais en tout cas, si faire. nous n'avions pas pris ces trains de sanctions, la Russie aurait pu bénéficier de centaines de milliards d'euros qu'elle aurait, sans nul doute, engouffrés dans sa guerre d'agression. Et donc, si l'Ukraine tient debout, et si aujourd'hui la Russie est en échec sur le front, c'est évidemment l'héroïsme, le courage des Ukrainiens, et c'est aussi le soutien des alliés de l'Ukraine et la pression qu'ils ont exercée sur la Russie qui explique, si l'on peut dire, la situation dans laquelle nous sommes. Andreï Kourkov, le gouvernement ukrainien est dans une situation délicate puisque le bras droit de Volodymyr Zelensky, Andreï Yermak, a démissionné suite à une affaire de corruption. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que c'est le signe qu'il y a une volonté d'en finir avec la corruption ou bien au contraire que le gouvernement est corrompu et gangréné? Non, je ne crois pas que le gouvernement est corrompu, mais bien sûr, le cercle le plus proche de Zelensky, les gens avec qui il est entré en politique, sont maintenant à dehors des politiques. C'est-à-dire qu'il doit aussi trouver les nouveaux professionnels, mais aussi il doit réinventer lui-même. Parce que aujourd'hui, c'est la question d'existence de l'Ukraine. Et bien sûr, il ne doit pas avoir la tolérance à la corruption. En fait, chaque scandale montre qu'il y a des batailles contre la corruption ukrainienne et aussi la dernière situation avec l'Agence nationale d'anticorruption qui a commencé les investigations sans prévoir l'administration du président. Et la démission de Yermak, c'est le résultat de cette investigation, c'est-à-dire qu'on ne tolère pas la corruption et le combat avec l'ennemi à l'intérieur, l'ennemi comme la corruption continue comme le combat sur la ligne de front. Monsieur le ministre Jean-Noël Barrot. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Nous avons encouragé ces dernières années l'Ukraine à faire mieux et plus dans la lutte contre la corruption, parce que c'est aussi l'une des conditions de son chemin vers l'adhésion à l'Union européenne. Mais ce qui est clair, c'est que quand vous avez des agences indépendantes du gouvernement qui obtiennent, si l'on peut dire, la démission de personnalités qui sont au cœur du pouvoir, c'est le symptôme, si l'on peut dire, d'une organisation politique qui a pris les dispositions pour lutter contre la corruption. Dans un pays totalement corrompu, il serait inimaginable de voir des responsables politiques de premier plan démissionner comme ça a été le cas ces derniers jours. Jean Lémarie. Mais cette affaire intervient au pire moment pour le pouvoir ukrainien. Vous avez entendu le commentaire du président américain il y a quelques heures. L'Ukraine a quelques petits problèmes difficiles. Je cite Donald Trump. Il y a une situation de corruption, ce qui n'aide pas. Le président Zelensky n'est-il pas plus fragile que jamais, monsieur le ministre? Moi, j'ai entendu le secrétaire d'État, Marco Rubio, on en parlait il y a quelques instants, lorsqu'il s'est connecté à la réunion présidée par le président de la République mardi dernier, dire il n'y a pas de paix possible, ou en tout cas pas de paix durable possible, sans l'assentiment de toutes les parties. Et donc l'assentiment des Ukrainiens, et aujourd'hui c'est Volodymyr Zelensky qui conduit son peuple vers la paix, sera nécessaire, quoi qu'il arrive. Bon, alors il y a aussi un autre problème dont il faut parler, monsieur le ministre Jean-Noël Barrot, la visite de Viktor Orban à Moscou. Est-ce qu'on peut faire la paix? Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une position européenne commune alors même que nous ne sommes pas d'accord? Écoutez, c'est pas nouveau.
que Viktor Orban se déplace à Moscou. Et pourtant, comme on le disait, ça ne nous a pas empêché de prendre 20 trains de sanctions, d'immobiliser les actifs russes gelés en Europe, de lancer des programmes de soutien militaire et financier au profit de l'Ukraine. Donc, il faut faire avec mauvaise fortune bon cœur. On va continuer avec la même détermination à soutenir l'Ukraine et à exercer une pression sur la Russie. Andreï Kourkov, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Ukraine alors que va s'ouvrir aujourd'hui cette saison France-Ukraine où les artistes, les intellectuels sont engagés? C'est la chose la plus simple, soutenir l'Ukraine culturellement. Lire les livres écrits par les Ukrainiens, lire les livres sur l'histoire d'Ukraine, parce que sans savoir l'histoire d'Ukraine et l'histoire des relations russo-ukrainiennes, c'est pas possible de comprendre aussi les raisons pour cette guerre. Parce que cette guerre, sur le niveau de culture d'identité, a déjà 300 ans de l'histoire. C'était Pierre le Grand qui, à 1720, a signé le premier décret contre publication des textes religieux ukrainiens. C'est-à-dire, en lisant et en écoutant la musique ukrainienne, on soutient l'Ukraine de l'avenir européen. Jean-Noël Barrot, un mot de conclusion, alors même que le président de la République reçoit aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Un mot d'admiration vis-à-vis du peuple ukrainien, de sa puissance culturelle. Et je l'ai vu moi-même à Soumy, comme à Kharkiv, dans un musée des beaux-arts, dans un musée de la littérature. C'est aussi en matière culturelle que se joue la contre-offensive ou la contre-attaque. Et c'est la raison pour laquelle nous avons retenu ce terme pour qualifier cette saison culturelle qui s'ouvre aujourd'hui. Et c'est une visite extrêmement importante. Qu'est-ce que l'on peut en attendre, cette visite de Volodymyr Zelensky à Paris ? De faire un point dans un moment critique des négociations que nous voulons voir avancer, à condition bien sûr qu'elle respecte souveraineté, intégrité territoriale de l'Ukraine et sécurité européenne. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de nous avoir accompagnés. Merci Andreï Kourkov. Bonne saison France-Ukraine. On va vous entendre et on doit vous lire Les Bains de Kiev. Votre dernier livre est paru aux éditions Liana Levy.